Ishkoa, Beshikuto Mamu, Heyo, Tega Suchinano, Heyo, 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 Heya, Heya, Heyo, Heya, 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 Heyo, Heya, 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 Heyo, Heyo, Heyo. Ishkoa, Shuchito Mamu, Heyo, Tega Sutrabunano, Heyo, 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 Heya, Heya, Heyo, Heya, 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 Heyo, Heya, 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 Heyo, Heyo, Heyo. Ishkoa, Nigandito Mamu, Heyo, Tekimanwash Neshno, Heyo, Heyo, Heyo. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ce soir? On a le plaisir, le bonheur, l'honneur, je dirais, d'avoir avec nous Michel Audette, qui a été commissaire à l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Michel, avant d'être commissaire pour l'enquête, je dirais simplement qu'elle a été présidente des femmes autochtones du Québec et présidente de l'Association des femmes autochtones du Canada. Alors, c'est pour vous dire qu'elle a fait pas mal le tour du jardin et que c'est très précieux pour nous de l'avoir parmi nous. Quant à Pénélope, originaire de Masteriach, elle est venue à Québec où elle a fondé, il y a presque 20 ans, la maison Misnac, dont elle aura l'occasion de vous parler un petit peu pendant la soirée. Et c'est elle-même une fille qui connaît extrêmement bien les femmes autochtones, qui les accompagne depuis de nombreuses années. Alors elle aussi, c'est un privilège pour nous de l'avoir. Puis on tenait aussi à cet enracinement local du travail avec les femmes autochtones. Et ça fait de nombreuses années que le regroupement des groupes de femmes de la capitale nationale est en alliance avec les femmes autochtones, de même que plusieurs groupes de femmes et plusieurs femmes aussi qui ne sont pas nécessairement dans les groupes. Mais donc, il y a des rencontres fréquentes depuis de nombreuses années et on voulait ce soir élargir cette possibilité de rencontre à des gens qui viennent d'un petit peu partout et qui n'ont peut-être jamais eu cette occasion-là encore. Depuis 20 ans, il y a eu 3 commissions d'enquête autochtones. Pourquoi une enquête de plus? Qu'est-ce que ça a de particulier? Mais comment ça se fait aussi qu'on répète les enquêtes? En ce moment, les outils démocratiques que les gouvernements proposent quand il y a un scandale, quand il y a une tragédie, quand il y a une colère là, qui va être donnée là, ou qui va bouger les gouvernements ou un gouvernement, il y a le réflexe de enquêtons. Essayons de comprendre qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Essayons de comprendre où a été le manquement pour assurer qu'on puisse mieux faire les choses. Les commissions d'enquête aussi ont comme mandat d'éduquer, d'informer et de proposer des recommandations. Alors, Commission royale d'enquête va arriver dans les années 90 parce qu'au Québec, il y a une crise à Kanesatake. Avec la SQ, les Mohawks de cette communauté-là et le maire de cette communauté de Oka et évidemment le terrain de golf qui voulait s'agrandir. Donc, il y a une situation qui va scandaliser le Canada au complet et au Québec. Hein, il y a d'autres nations, il n'y a pas juste une nation. Donc, M. Mulroney de l'époque dit il ne faut plus que ce genre de crise-là éclate. Donc, on voit qu'il y a une méconnaissance juridique, sociale, économique, culturelle, tout est là. Plusieurs droits ont été violés. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme société? Donc, on va faire une commission royale d'enquête. Elle va se promener pendant 5 ans, 4000 pages, 400 quelques recommandations pour proposer des projets de société. Ça, c'est un exercice que le gouvernement ordonne à les commissaires. Donc, les commissaires vont donner au gouvernement
les outils pour améliorer. Cela devient une responsabilité gouvernementale. Ensuite, Vérité et Réconciliation, qui lui que cette commission-là va être amenée parce que tranquillement, on sort du silence d'un génocide culturel. Socialement, on commence à accepter qu'en effet, quand on regarde la définition du génocide, il y a 6 critères, dont enlever de force des enfants d'un groupe pour les amener dans un autre groupe. Il y a d'autres critères aussi. Les écoles résidentielles, 150 000 jeunes sur une centaine d'années. Il y a des commissions de vérité et réconciliation qui existent à travers le Canada, donc on en fait une ici. 7000 témoignages. C'est pas rien. Il va venir expliquer la petite différence dans les deux commissions. C'est que le commissaire n'avait pas le pouvoir de contrainte, d'aller fouiller des archives, de faire comparaître des individus, et si tu ne viens pas, c'est les menottes, etc., etc. Donc, pendant ce temps-là, les femmes décrient, crient fort, dénoncent, et ça devient un enjeu politique, ça devient une campagne électorale. J'en ai fait une pour dire à Harper, ça se peut pas qu'on ne comprenne pas pourquoi il y a une réalité dans la communauté. Oui, je viens de Marie-Hélène, mais il y a une réalité aussi à l'extérieur. Donc, il y a 2 problèmes de violence auxquels les femmes font face, ça leur demande de les diminuer. La commission d'enquête va venir caper, j'espère, la trilogie. Mais là, avec des pouvoirs de contrainte, qui va venir parler aux juristes qui ne croient pas dans leur jargon et leur culture. Là, on a tout fait. Maintenant, le gouvernement vous avez ordonné, nos devoirs sont faits, agissez. Ça serait ça ma réponse. Tu as parlé de génocide culturel. Oui. Le génocide culturel, ça a passé. Quand ça a sorti, ça heurtait, mais en tout cas, ça passe. Ouais. Mais là, vous autres, vous parlez de génocide tout court. Alors là, les bras se lèvent, mais voyons, un génocide, c'est le Rwanda, un génocide, c'est les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais vous insistez, vous dites que c'est un génocide. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire? En 2016, lorsque nous étions 5 commissaires, la plupart, nous sommes toutes des femmes qui sont Premières Nations, métisses, et un homme Première Nation et notre Kaya canadienne, où là, on se fait une ligne de temps. C'est la première fois qu'on se rencontre les 5 commissaires. Puis on se dit, 5 visions différentes, mais quelles sont les conclusions qu'on aimerait atteindre dans le 28 mois, avant on avait juste 28 mois. Et parmi les post-it, ça a pris 9 mois avant d'avoir un nouveau. On avait des post-it, en masse. On mettait des conclusions, des constats, des mots, discrimination, violence systémique, les mythes, ce qu'on entend tout le temps. À un moment donné, on met le post-it génocide culturel. Même nous, dans notre tête, c'est un génocide culturel. Alors, pour arriver à ces constats-là, à ces conclusions-là, on a bâti les audiences et la recherche, etc., le plan de travail pour essayer de nourrir nos preuves. Et plus ça allait, j'avais de la misère à me détacher du mot culturel. Et j'ai fait mes devoirs. J'ai été voir aux Nations Unies, pas déplacé, mais c'est ça va vite. Et j'ai regardé comme il faut les définitions. J'ai regardé qu'est-ce que le Canada reconnaissait. J'ai regardé comment le Canada a reconnu les génocides, les 5 génocides d'ailleurs. J'ai regardé qui a développé la définition du génocide. Ça m'a regardant. Et par la suite, comment la définition elle a évolué avec le temps. Amon, mon plus vieux, qui a 50 ans, il s'est fait garder par Assunta, qui s'est sauvé du Rwanda. Fait que moi, dans ma tête, un génocide, c'est le Rwanda. J'ai grandi avec ça. Alors, je fais mes devoirs, puis je commence à être plus flexible dans quand on reçoit l'épreuve. Et là, en janvier, j'ai dit non, je ne suis pas satisfaite. Je peux comprendre qu'on peut parler de génocide sexuel,
le taux de suicide. Je n'étais pas capable, je suis une perleuse, d'attacher mon autre perle à juste génocide tout court. Alors, je suis allée cogner à la porte de Fanny Lafontaine, une Québécoise qui enseigne ici à Laval, qui a travaillé avec la juge Arbour, justement, sur une des commissions du Darfour au niveau d'un génocide. Et les génocides étaient toujours travaillés en fonction d'une personne et non étatique, et non vers un pays. Et là, on a eu des discussions et on doit passer 16 pages d'examen avant d'envoyer ça à la GRC pour voir si tu peux ou pas travailler à l'enquête. J'ai dit, remplis ton formulaire. J'ai besoin de ton expertise avec ton équipe, ton savoir si on s'en va à bonne place ou pas. Et l'analyse qu'elle a faite, elle est accessible sur Internet. Nous l'avons signée, nous l'avons endossée. Et beaucoup de gens m'ont quitté en chemin à cause de ça. Parce qu'au sein de l'équipe, ils sont là, mais tu sens qu'ils sont spirituellement plus là. Voyons, tu vas choquer tout le monde. Tu vas déplaire. Tu as l'air sifflé, Michel. J'ai pas été embauchée pour ça. J'ai été embauchée pour dire une vérité ou plusieurs vérités. Et il a fallu que j'explique à ma propre famille québécoise, mais si mon papa c'est québécois, il avait peur, il a fait ses devoirs aussi. Alors voilà pourquoi on a dit, on va élever le discours, on va donner les outils aux institutions académiques, aux chercheurs, aux experts, aux juristes ici au pays, pour qu'un tribunal éventuellement se fasse sur ces questions-là, parce que toute définition a le droit d'évoluer. Les femmes n'avaient pas le droit de voter, ça a été un scandale quand on a commencé à voter. Donc, quand on change, on dérange. Alors, je me suis attendue au changement, à cette réaction-là. Mais je pense que dans 20 ans, on va dire, ben oui, mais on ne se lève pas pour aller tuer quelqu'un. Mais on a été programmé pour prendre des décisions qui vont faire plus mal que du bien. Fait que quand on prend conscience de ça, qu'on se dit, ben oui, c'est pas ça qu'elle voulait dire. Elle voulait juste dire que peut-être je devrais être beaucoup plus inclusif quand je prends une décision ou je développe une politique. Ça donne à réfléchir, ça donne à creuser dans le cœur aussi pour voir quels sont les effets de nos gestes, alors même qu'on n'a pas de mauvaises intentions, qu'on participe malgré nous à des espèces de grands mouvements d'ensemble. Alors là, au fond, en nous proposant ce mot de génocide qui, ben, je t'entends, puis c'est comme une invitation aussi à dépasser ce premier choc-là, puis à regarder la vérité qui était parente, mais comme tu dis, qui peut seul nous amener vers un chemin d'avenir. Je suis contente, si je peux me permettre, le génocide peut se faire de façon massive et immédiate ou de façon sournoise et à long terme. Et je veux juste terminer avec ça. Quand j'ai fait mes devoirs, ce sont des hommes qui ont développé la définition dans les années 40. Il n'y avait pas de femmes, il n'y avait pas d'Autochtones. Alors, il n'y avait pas ces perspectives-là dès le départ pour dire que quand on utilise des femmes en situation de guerre, qu'on peut les violer et qu'il n'y a pas de violer qui ne sont pas punis, c'en est une seule forme de génocide. Puis quand on va en plus les massacrer encore plus parce qu'elles portent le futur, alors on connaît plein d'histoires comme ça, en Amérique latine, dans d'autres pays d'ailleurs. Alors, si les femmes avaient été là, donc nous on dit au Canada, s'il y a un débat, vous devez le faire avec les peuples autochtones et les femmes. Vous allez faire changer les choses parce que, ouf, ça ne se passe pas tout à fait comme ça actuellement. J'ai une question un petit peu difficile. Je la laisse. Et peut-être que, après Michel, Pénélope pourrait répondre aussi. On a, ben, ok. Ah, c'est parce qu'en toi, tu as fait répondre à ma réponse. Oui, oui. Alors, l'esprit de ma question, c'est qu'on veut, c'est pour éclairer nos inquiétudes, puis c'est pour savoir quoi répondre quand on devient troublé en entendant certaines questions. Alors, il y en a qui disent que la violence contre les femmes autochtones
elle est surtout perpétrée par les hommes autochtones et non pas par le Canada ou les Blancs, etc. Qu'avant d'accuser le Canada puis de réclamer au Canada, il faudrait commencer par changer des choses dans vos communautés. Bien, tout simplement, je vais vous demander de répondre à ça, parce que c'est vous autres, c'est la vie. Vas-y. Oui. La violence première, c'est la violence de la colonisation, la violence de la discrimination, la violence aussi de la pauvreté. Des fois, on endure énormément aussi quand on vit la situation de pauvreté. Et on sait que dans notre communauté, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Parce qu'il y a des raisons pour ça, puis ça, on pourrait en parler encore 3 heures, parce que j'aime ça, enseigner ça. Mais ça fait partie, ça, l'économie. Ça fait partie de la violence. C'est pas individuel, la violence. C'est pas juste individuel. Oui, il y a des choses qui se passent, mais il y a une plus grande violence structurelle, hein, économique, la pauvreté. Il y a tout ça aussi qui rentre dans le qui touche les deux quand même aussi. Ça touche tout le monde, les enfants, les familles, tout. Moi, et puis, c'est ça aussi que j'ai entendu dans mon cheminement avec l'enquête aussi. Ces situations de... C'est qu'on explique la violence coloniale qui va avoir un effet aussi dans nos communautés par le manque de services, de programmes, etc., de logements, de maisons première, deuxième étage, d'hébergement dans nos communautés. Les femmes sont extrêmement vulnérables. C'est une façon de dire la violence, elle existe. On va avoir dans le rapport Québec et dans certains, le chapitre 9 ou celui du rapport national, où là, on va amener les témoignages de celles qui ont dit ouvertement « j'ai été abusée, maganée, et aujourd'hui, me voici guérie, mais elles vont nommer que ça vient de chez elles. » Alors, j'invite les gens à le lire, c'est pas une critique. J'invite les gens à lire les 2 rapports, pas les sommaires parce que moins de détails. Et là, vous allez voir qu'en effet, il y a des femmes qui ont eu le courage d'afficher leur visage, d'afficher leur nom, puis même de dire en déclaration publique, mais qui n'est pas devant la télévision, je veux que les gens lisent mon témoignage. Alors ça, on les a pas mis public, mais c'est accessible éventuellement là, dans les archives du Canada. Alors ces femmes-là, elles ont eu le courage. Ce qui m'amène à dire, pour conclure avec ça, c'est quand tu dénonces dans une communauté, tu dénonces pas juste ton agresseur, mais tu dénonces une communauté. Et les dommages collatéraux sont tellement gros et le manque de services d'être prêt pour recevoir ça va peut-être causer plus de mort. Alors, il faut être patient. Il faut amener nos nations vers ça. Et l'importance du rapport Québec, il le dit, dans les 21 appels à la justice, de dire au Québec, mettez une entité qui va recevoir des plaintes des femmes autochtones, peu importe où elles habitent, au niveau du service des publics, services sociaux, la santé, mais ce sont des services qui ont juridiction québécoise dans les communautés autochtones. Alors, c'était une façon directe. Hier, j'ai amené ma petite filleule de 19 jours rencontrer la ministre de la Sécurité publique, de la Justice et des Affaires autochtones, dire, regarde, c'est pour elle qu'on fait ça. Et de dire que vous voulez de l'urgence, parce qu'elle aussi dit, les femmes autochtones ont peur. Bien, j'espère. C'est beau le féminisme, puis j'en suis une, mais si on n'est pas socialement et physiquement prêt à recevoir cette violence-là, puis la traiter, puis la guérir, on continue vers le suicide, la surconsommation, la toxicomanie, l'mutilation. Alors, pourquoi pas créer une petite entité comme le protecteur du citoyen où les femmes autochtones pourraient cogner à la porte et dire, regarde, chez nous, ça n'a pas fonctionné. De vous enquêter.
pour finir cette première série de questions, je te demanderais peut-être de clarifier, parce que, tu sais, les Autochtones sont sous la loi des Indiens. Maman. J'ai quasiment le droit de dire. Pas visuel. La loi sur les Indiens, qui est de juridiction fédérale. Puis des fois, on a l'impression au Québec qu'on aura beau faire, tant que la loi sur les Indiens demeure, on est un peu impuissant. À part de ça, on a surtout l'impression que c'est le Canada qui vous a fait ça, c'est pas le Québec. Puis en même temps, on se doute que de quoi, mais en tout cas, c'est un peu vous avez pris la peine de faire un rapport particulier sur le Québec. Alors, j'aimerais ça que tu démontres ça un petit peu. Avec plaisir, puis c'est important. Ça va avoir fonctionné pendant 120 ans, là, la question autochtone, c'est le fédéral. Mais on va gagner aux 7 fois devant le tribunal canadien des droits de la personne au niveau fédéral, pour dire que toute la question de la petite enfance, des services sociaux au niveau du placement des enfants autochtones, il y a un écart inacceptable par rapport aux enfants autochtones versus aux enfants québécois, exemple. Et qui a juridiction sur la DPJ au Québec? Est-ce que c'est le fédéral ou le Québec? C'est le Québec. Donc, l'éducation, c'est le Québec, les services sociaux, la santé, la culture, il y a des endroits où le Québec va avoir juridiction. Et dans le rapport, dans le chapitre 4, on vous démontre avec toutes les conventions internationales. Le Québec fait partie du Canada. Il y en a qui pensent que non, il y en a qui pensent que oui. Moi, je vous respecte. Je vais voir quand ça sera le temps. Mais en attendant, on est dans un Canada dans lequel on va avoir été signataire de conventions de droits internationaux et de pactes, et on fait partie de bien des choses. Au niveau interaméricain aussi, avec l'Organisation des États américains. Donc, on rajoute des outils juridiques très importants. Ensuite, charte canadienne, charte québécoise. Quand on regarde les articles et on les épluche, et on les analyse avec le droit autochtone, le droit des femmes autochtones, le droit de la personne, on se dit, écoutez, arrêtez de jouer à la vieille politique, de dire c'est à lui, c'est à moi. Il y a peut-être raison, il y a peut-être pas raison, mais à quelque part, les deux gouvernements vont ignorer des choses ou faire fi. Faire fi parce que la police, elle a une responsabilité, peu importe le territoire. Alors, on ne peut pas être des cow-boys, là, ou je ne donne pas un bon exemple, là, mais les vides juridiques là, des communautés autochtones, grâce à des femmes, le Code civil maintenant va s'appliquer dans les communautés quand on va se séparer. En 2012, il y a fait une constatation, il y avait rien qui s'appliquait pour une séparation, etc. Fait avec ça, on donne tellement d'arguments, puis comment nos droits ont été atteints en matière de culture, de sécurité humaine, de justice et de santé de la part des deux paliers de gouvernement. On va parler Québec et fédéral. Et la question fiduciaire en effet à cause de la loi sur les Indiens. J'ai 17 ans aux yeux de la loi, mais pourquoi je dois aller encore en cours contre mon propre père qui, lui, va me sous-financer, va transférer au Québec le financement au niveau de la DPJ. La DPJ va refuser d'améliorer les choses, etc. Donc, on a trouvé plein de façons de démontrer que arrêter de battre, c'est des solutions. De mon côté féministe, je me suis assurée que si on fait des ententes avec les Premières Nations, exemple, le Québec va donner de l'argent aux communautés qui veulent une police autochtone. Le fédéral va donner, donc on appelle ça une entente tripartite. Pendant 12 ans, on va tolérer comme société, on parle des deux gouvernements, on vous transfère les fonds, embauchez vos policiers, on ne rendra pas les ententes publiques, alors que la SQ, c'est public, les ententes. Les ententes avec la Ville de Québec et Montréal, tout est public. On appelle ça une démocratie, une transparence, une reddition de comptes. Alors que nous, les ententes tripartites, on ne sait pas combien d'argent va être transféré, comment ça va être investi. Et pire que ça, on va embaucher des agents de sécurité qui vont intervenir si je me fais violer, battre, inceste, accuser
etc., de toutes sortes d'affaires. Ils n'ont aucune formation sur la trousse médico-légale, comment intervenir en situation de violence familiale, conjugale, et ainsi de suite. Pendant 12 ans, on va tolérer ça. Alors, on dit au Québec, comme hier, je l'ai dit, soyez plus sévères. Je crois à l'autonomie mentale, j'y crois. Mais pas sur les femmes. Alors, de là, une responsabilité